Oh, man. Au lycée, un groupe de garçons menaçait violemment leur camarade Yoko Jongta. La raison était simple. Il n'avait pas réussi à prendre les photos obscènes des lycéennes qu'il lui avait ordonnées. À ce moment précis, son ami Wu Jiyan arriva en courant, essoufflé. Lui aussi avait été puni. Les voyous l'avaient prévenu. S'il ne leur apportait pas des cigarettes, son ami continuerait à morfler. Derrière toute cette horreur se tenait Kan Seok-ho. Son seul objectif était d'économiser assez d'argent pour s'acheter une moto. Pour cela, il vendait en ligne des photos indécentes de lycéennes. Il obligeait aussi les autres à créer de faux comptes sur les réseaux sociaux pour lui. Jongta et Jiyan étaient complètement épuisés par cette oppression. À l'école, écrasé par le désespoir, Jongta tenta même de mettre fin à ses jours. Mais à cet instant exact, un message arriva du chef des voyous. Il devait apporter la carte d'identité de sa mère dans une boîte de nuit. Ce soir-là, Jongta se rendit au magasin de sa mère avec l'intention de voler sa carte. Pourtant, sa conscience l'en empêcha. À la place, il prit 50 000 wons dans son sac et alla à la boîte de nuit rejoindre les voyous. Devant eux, il déclara fermement que sa mère travaille tellement dur, il ne peut pas apporter sa carte. En réponse, Kong Seok le frappa sans pitié et le menaça froidement. Le lendemain matin à l'école, Jiyan fut traîné dans les toilettes. Son visage était pâle de peur. Les choses avaient dégénéré bien trop loin. Il fut forcé de frapper Jongta lui-même et on lui ordonna de transmettre la même menace. « Demain, tu apportes la carte de ta mère. » À l'heure du déjeuner, Jongta fut humilié une fois de plus. Ils vidèrent un plateau entier de nourriture sur sa tête. Sans protester, il supporta l'humiliation, essora son t-shirt trempé et se changea en silence. En levant les yeux frustrés, il vit Jiyan courir apporter quelque chose aux voyous. Dans sa hâte, Jiyan trébucha. Leurs regards se croisèrent brièvement. Aucun mot ne fut prononcé. Croyant pouvoir échapper à la torture, Jongta cessa d'aller à l'école. Mais la paix ne vint jamais. Les voyous continuèrent à le harceler par des messages menaçants. S'il n'apportait pas la carte de sa mère, ils iraient directement au restaurant. N'ayant plus le choix, Jongta se prépara à retourner au lycée. À ce moment-là, un livreur arriva avec un colis. À l'intérieur se trouvait un pistolet. Jongta se regarda dans le miroir. Un sourire sinistre se dessina sur son visage. Le lendemain matin, le chef des voyous le coinça à nouveau à l'école. Cette fois, Jongta repoussa sa main et répondit froidement. « Pourquoi je le ferais ?» Avant qu'il n'entre en classe, le voyou l'attrapa et le plaqua contre la porte. Il continua à le menacer. S'il n'obéissait pas, il publierait les photos obscènes en ligne. Enfin, le voyou le relâcha. Quand Jongta entra en classe et s'assit, le voyou continua à le provoquer, exigeant une réponse. Il sortit même un cutter pour l'intimider. N'en pouvant plus, Jongta se leva d'un bond, surprenant tout le monde. Le professeur accourut pour demander ce qui se passait. Mais Jongta, ayant complètement perdu le contrôle, hurla, renversa le bureau et cria comme un fou. Ce fut le point de rupture finale. Plus tard, à la cantine, les voyous vidèrent à nouveau un plateau entier sur sa tête. Quand le professeur demanda ce qui se passait et s'il allait bien, Jongta répondit avec sarcasme. « Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ?» Puis il prit son plateau et sortit en furie. Cette nuit-là, une voiture s'arrêta au milieu d'une rue déserte, juste devant un petit restaurant de nuit où Jongta et Jiyan mangeaient tranquillement. Un homme mystérieux était assis à l'intérieur. Il les observait en silence, manifestement en train de préparer quelque chose. Jiyan admirait le courage de Jongta, celui-ci esquissa un faible sourire. Mais soudain, une énorme bagarre de rue éclata dehors. Des dizaines d'hommes se battaient. L'homme mystérieux leva les yeux vers le stand de tir au-dessus de la rue, entra, prit un pistolet à billes et revint dans la mêlée. Quand les voyous demandèrent qui il est, il répondit « Je m'appelle Moon Baek », puis il les frappa tous sans pitié. Émerveillé, Jongta courut vers lui et demanda s'il pouvait lui apprendre à tirer. Sans un mot, Moon Baek l'emmena à l'étage, au stand de tir. Quand il pressa la détente, Jongta ressentit pour la première fois de la confiance. Il vida plusieurs chargeurs sur les cibles, comme s'il évacuait toute la colère et l'étouffement qui l'habitait. Cette nuit-là, à la maison, Jongta salua sa mère en silence et fila dans sa chambre. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait à partir pour l'école, sa mère lui dit « Je t'achèterai ta viande préférée pour le dîner. » Sans parler, il se retourna, la serra très fort dans ses bras et partit. Quelque chose d'horrible allait se produire. À l'école, les voyous préparaient déjà de nouvelles humiliations. Pendant ce temps, l'inspecteur Lido appela son collègue et lui ordonna de se rendre immédiatement au lycée de Jungle. L'une des adresses de son dossier concernait un élève soupçonné de posséder une arme. Son collègue fit demi-tour et fonça. Lido appela ensuite l'école pour les prévenir de la menace. Le professeur promit de rappeler,
mais dit avoir une urgence. À ce moment-là, toutes les portes de sortie du lycée furent verrouillées. Élèves et professeurs étaient paniqués. De l'autre côté du bâtiment, Ji-Young était à nouveau en train de se faire tabasser. Les voyous voulaient savoir où il avait disparu pendant 20 minutes. Tandis qu'il le frappait sans relâche, Jong-ta apparut et courut pour l'aider. Il fouilla son sac, mais à son horreur, Kong Seok avait déjà pris le pistolet. Pensant que c'était un jouet, Kong Seok le pointa sur lui. Jong-ta se mit à transpirer froid, tremblant de tous ses membres. « Ne tire pas !» Soudain, des coups de feu retentirent depuis la classe voisine. La tête de Ji-Young était couverte de sang. Transformé par la rage, il ne montra aucune pitié. Ceux qui l'avaient tourmenté furent réduits au silence un par un. Kong Seok devint blanc de peur, sachant qu'il avait été le pire de tous. Mais au lieu de le tuer lui-même, Ji-Young laissa Jong-ta le faire. À ce stade, Ji-Young avait déjà verrouillé toutes les sorties. Personne ne pouvait s'échapper. La police fut prévenue. L'inspecteur Lee-do et Moon Baek accoururent sur les lieux, brisant les portes vitrées pour secourir les élèves. Lee-do entra pendant que Moon Baek remarqua un élève tenant un revolver. Pourtant, il l'ignora délibérément. À l'intérieur, le chaos continuait. De nombreux élèves s'étaient cachés à la bibliothèque, mais Ji-Young les trouva. Consumé par la rage, il attaqua même les professeurs en déclarant qu'il les avait suppliés des dizaines de fois, mais qu'ils n'avaient jamais écouté. Sa vie était détruite. Désormais, il n'y aurait plus de pitié. À un moment, un élève révéla la cachette d'un des amis de Kong Seok. Armé d'un fusil à pompe, Ji-Young fit irruption. Les garçons cachés derrière les étagères tremblaient tandis qu'il tirait sans pitié. Kong Seok parvint à s'échapper temporairement, mais sa fin était proche. Lee-do et Moon Baek suivirent les coups de feu. Ils finirent par coincer Ji-Young. Au moment où il allait achever Kong Seok, Lee-do arriva, le désarma et le maîtrisa. Il vida le fusil et rassura les élèves terrifiés. Mais tout n'était pas fini. Soudain, un nouveau coup de feu retentit. Cette fois, Kong Seok fixait le canon du pistolet de Jong-ta. Lee-do se figea. S'il bougeait, Jong-ta tirerait. Moon Baek se tenait derrière lui, un sourire diabolique aux lèvres. Un flashback révéla la vérité. Moon Baek avait vu Jong-ta avec l'arme plus tôt. Il aurait pu l'arrêter, mais il avait choisi de ne rien faire. Lee-do tenta désespérément de l'arrêter. Les larmes coulaient sur le visage de Jong-ta. Lee-do répondit fermement. « Il n'est pas trop tard, je pourrai t'aider. Mais d'abord, pose cette arme. » Les mains tremblantes, Jong-ta finit par baisser le pistolet. Lee-do s'approcha doucement, lui prit l'arme et le serra dans ses bras. Mais quand Lee-do leva les yeux, il vit Moon Baek toujours là, souriant froidement comme s'il avait tout orchestré depuis le début. Quelque chose fit tilt dans l'esprit de Lee-do. Dehors, la police évacuait les blessés vers l'hôpital. Ji-Young fut arrêté. Jong-ta aussi fut emmené. Il vit Moon Baek assis là, comme s'il attendait que Jong-ta tue son camarade. La mère de Jong-ta accourut sur les lieux. En la voyant pleurer, il fut soulagé de ne pas avoir tiré plus tôt. Il restait encore une chance de réparer les choses. Les yeux de Lee-do retrouvèrent Moon Baek. Il était assis calmement, un sourire léger aux lèvres, comme s'il avait tout prévu depuis le début. Lee-do se souvient maintenant de tout ce que Moon Baek a fait. Il se rappelle que l'élève tenant une arme au lycée figurait sur la liste des adresses de livraison que Moon Baek avait jetées. Suspicieux, Lee-do envoya un message. Dès que la situation est sécurisée, arrêtez Moon Baek. Mais avant que la police ne puisse agir, Moon Baek avait disparu sans laisser de traces. Grâce à Moon Baek, les armes circulent partout en Corée. Son but est de créer un monde où tout le monde possède une arme. Pour cela, il s'est fait passer pour un citoyen ordinaire, s'approche discrètement de l'inspecteur Lee-do, lui tend même la liste des destinataires et pointe le nom de Jong-ta. Vous devriez commencer l'enquête par ce garçon. Désormais, la Corée entre officiellement dans l'ère où chaque citoyen possède une arme. Avec une arme à feu en main, ceux qui vivent tout en bas de l'opprimé voient enfin une lueur de révolte. Par exemple, la famille d'une victime. Quand la justice n'a rien fait, une mère a foncé au tribunal et exécuté le coupable sur place. Cette grand-mère aux cheveux blancs. Son fils, harcelé par son patron, mort d'épuisement au bureau. Les plaintes n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, elle tient fermement son arme, la pointe sur le patron de son fils et tire encore et encore pour libérer enfin la colère accumulée pendant des années. Excuse-toi auprès de mon fils. Jong-ta n'était pas la seule victime de Moon Baek. Tout avait commencé avec Jong Ho-seong, le premier harcelé par ses camarades. Il était un lycéen coréen introverti et timide. Tous les jours, ses camarades le harcelaient non parce qu'il était invisible, mais parce qu'il était une cible facile. Ils l'humiliaient, se moquaient de lui, le poussaient au bord du gouffre. Il souffrait d'anxiété chronique, de crises de panique et de quelque chose de plus sombre. Il consultait un psychiatre.
Assis en face de lui, il tenait à peine le coup. Il dit au médecin que rien ne marche et il perd le contrôle jour après jour, pensée après pensée. Le médecin écoute, puis donne les mêmes conseils habituels. Won Seong rentre au dortoir. Il partage l'appartement avec d'autres garçons du lycée, mais ce n'est pas une maison, c'est l'enfer. Il essaie d'étudier, de se concentrer, de respirer. Mais les murs sont fins. De l'autre côté, c'est le chaos. Ses camarades rient, crient, jouent à fond, regardent des films, font la fête comme si le monde leur appartenait. Pendant un moment, Won Seong essaie d'ignorer, mais quelque chose craque. Il sort de sa chambre, frappe à la première porte. Il demande poliment à l'un d'eux de baisser un peu le volume. Le gars se tourne vers lui, ricane puis il retourne crier dans son casque. Aucun respect, aucune considération, aucune humanité. Won Seong serre le poing, mais s'éloigne. Il frappe à une autre porte. Un deuxième garçon joue, fume, viole toutes les règles du dortoir. Won Seong lui demande de baisser le son. Le gars rit au nez, lui souffle la fumée au visage et lance « Reviens encore et je te tue ». Le couloir se tait. D'autres élèves regardent par leur porte, observant Won Seong comme un insecte sous verre. Le garçon retourne à l'intérieur, continue à crier, à rire, comme si de rien n'était. Won Seong reste planté là, humilié, l'esprit qui tourne, la poitrine en feu de rage et de honte. Il retourne dans sa chambre, les mains tremblantes. Il n'allume pas la lumière. Il tombe à genoux, soulève la planche sous son lit. Là, enveloppé dans un tissu, se trouvent ses armes. Couteaux improvisés, un marteau et un pistolet. Il déballe le pistolet lentement, le tient à deux mains. Sa respiration est courte, ses pensées tourbillonnent comme un ouragan. Il s'approche du mur, le mur fin et creux. De l'autre côté, ce garçon rit encore, joue encore. Won Seong lève le pistolet, le pointe droit devant. Son doigt effleure la détente, mais il ne peut pas. Il lâche l'arme, s'effondre par terre, tout son corps tremble. Il aurait pu le faire, quelque chose l'en a empêché. Il ne sait pas si c'était la peur, la morale ou le dernier lambeau d'humanité qui lui reste. Alors il sort. Il marche jusqu'à un petit restaurant tout proche, un endroit calme, sombre, vide. Il s'assoit dans un coin, espérant trouver la paix. Il commande un repas simple, commence à manger lentement, calmement. Puis ils arrivent. Un groupe d'ados bruyants, ivres, insupportables. Ils s'installent près de lui, rient, crient, allument des cigarettes, ignorent toutes les règles affichées au mur. Won Seong fixe sa nourriture, puis les fixe eux. Son appétit disparaît instantanément. Il se lève, jette son repas à la poubelle, passe devant le groupe. Sans un mot, il pointe simplement le panneau. Interdiction de fumer, d'alcool, de crier. Puis il s'en va. Les ados se regardent, perplexes. Certains rient, d'autres murmurent. Ils le prennent pour un fou. Won Seong retourne au dortoir. Les rues sont calmes, mais pas son esprit. Il revit la scène en boucle. Les menaces, les rires, la fumée au visage, les regards froids qui lui disent qu'il ne compte pas. Il entre dans sa chambre, s'assoit, essaie d'étudier. Mais le chaos n'est pas fini. De la chambre d'Ax en grave côté, il les entend. Son voisin du dortoir avec sa copine cette fois. Gémissements, cris, rires passionnés. Il se fiche complètement des autres, ils s'en sont toujours fichés. Won Seong se bouche les oreilles, ferme les yeux. Les cris s'arrêtent net dans le dortoir. À la place, on n'entend plus que des halètements. La fille pleure, du sang gicle sur le sol. Won Seong s'avance, donne un violent coup de pied dans le mur de plâtre, l'explose. La fille tremble, essaie d'appeler la police, il lui arrache le téléphone. Il raccroche puis il lève à nouveau le pistolet, le pointe droit sur le garçon qui, quelques secondes plus tôt, était encore perdu dans le plaisir. Sans un mot de plus, il tire. Le sang éclabousse le sol. La fille hurle. Won Seong ne bronche pas. L'arme est encore chaude dans sa main. Il n'a pas fini. Quelqu'un ouvre la porte derrière lui. Un camarade, il a tout vu. Won Seong se retourne, tire une fois. Le garçon hurle, mais s'enfuit. Won Seong recharge, le suit tranquillement. Il suit la traînée de sang, coince le garçon au bout du couloir. Celui-ci supplie. Won Seong lève l'arme. Dans l'appartement d'Ax en grave côté, un autre camarade entend les coups de feu. Paniqué, il commence à appeler la police. À l'instant où il compose le numéro, sa porte explose. Won Seong revient vers le garçon qu'il avait touché tout à l'heure, celui qui rampait encore, pleurait, vivait. Le couloir est trempé de sang. Il s'approche lentement, s'agenouille, colle le canon derrière la nuque du garçon et achève le travail. Aucune hésitation, aucune pitié. Ce n'est plus de la justice. C'est de la vengeance, c'est la douleur transformée en feu. Il recharge encore, avance pas à pas dans le dortoir, mais ce qu'il a vraiment brisé ne s'est pas produit ce soir.
Ça a commencé il y a des années, tout au fond des recoins sombres de son esprit. Les souvenirs ressurgissent brutalement. Il n'était encore qu'un enfant quand une attaque terroriste lui a arraché toute sa famille sous ses yeux. Il s'est retrouvé seul dans un commissariat glacé, couvert de sang, tremblant de tout son corps tandis que les policiers tentaient désespérément de lui soutirer des réponses. Son regard s'est alors posé sur l'arme accrochée à la ceinture d'un officier. À cet instant précis, quelque chose en lui a basculé pour toujours. C'est là qu'est née son obsession pour les armes. Pas pour le pouvoir, mais simplement pour ne plus jamais être impuissant. Retour au présent. Le dortoir est plongé dans un silence de mort, qui ne dure pas. Won Seong commence à avancer dans les couloirs, chambre après chambre. Il trouve ceux qui riaient de lui, ceux qui se moquaient, ceux qui le harcelaient sans relâche. Il ne fait plus aucune différence. Pour lui, ils sont tous pareils. Il les abat un à un, méthodique, sans la moindre émotion. Les hurlements résonnent dans tout le bâtiment. Des portes claquent violemment. Certains tentent de se cacher, d'autres n'en ont même pas le temps. La police reçoit des dizaines d'appels d'urgence. Le bâtiment est immédiatement signalé comme scène de fusillade active. Les sirènes hurlent dans la nuit. Les premiers agents entrent avec prudence, armes au poing. Ils enjambent les corps, pataugent dans le sang qui recouvre déjà le sol. À l'intérieur, Won Seong recharge calmement et avance vers le bruit des pas. Les policiers crient, lui ordonnent de lâcher son arme et de se rendre. Il tire le premier. Le chaos explose aussitôt. Les balles fusent dans tous les sens. Un policier est touché, un autre le traîne en sécurité. Les forces de l'ordre reculent. Elles comprennent enfin que ce n'est pas un simple gamin en colère. Il est entraîné, froid, calculé. C'est alors qu'arrive l'inspecteur Lee Do. Il descend du fourgon, observe la scène en une seconde, puis entre seul dans le bâtiment. Il entend les coups de feu et les cris, mais continue d'avancer sans hésiter. Il sait que Won Seong ne se contente pas de décharger une rage aveugle. Tout cela est calculé, profondément personnel. Il élabore son plan en un éclair. Couper l'électricité, le désorienter, le forcer à gaspiller ses munitions. En une fraction de seconde, le dortoir plonge dans l'obscurité totale. Won Seong se fige, surpris pour la première fois. Ses mains tremblent, le silence l'écrase comme une chape de plomb. Puis il craque. Il tire dans toutes les directions, à l'aveugle, paniqué, désorienté, vidant chargeur après chargeur sans cible précise. Sa respiration devient saccadée. Ses pas sont désordonnés. Il trébuche dans le noir, ignorant d'où viendra le danger, ou la fin. Won Seong continue pourtant d'avancer comme une ombre de mort, tirant sur tout ce qui bouge, aveugle à l'identité de ceux qui se trouvent devant lui. Les balles déchirent les murs, les portes, la chair. Il ne s'arrête plus, ne réfléchit plus. Un autre policier apparaît, paralysé par la peur. Won Seong se retourne et lève l'arme. Mais, juste avant qu'il ne tire, Lee Do surgit par derrière, attrape sa tête à deux mains et fracasse son crâne contre le mur en béton. L'impact est brutal. Le corps de Won Seong s'affaisse, inerte. Pour la première fois depuis le début de la tuerie, un vrai silence revient enfin dans le bâtiment. Quand Moon Baek réapparaît, il tient deux pistolets. Il tire sur Lee Do, chaque balle évitant soigneusement les points vitaux. Il ne veut pas le tuer, il veut que, à son réveil, il découvre un monde totalement changé. Moon Baek passe à la télévision et revendique toutes les fusillades récentes. À partir de maintenant, l'arme appartiendra à tout le monde. Je n'obligerai personne à l'utiliser. Je veux seulement offrir à chacun le pouvoir de se protéger lui-même. Quand les armes se répandent parmi le peuple, les fusillades explosent partout. Un mouvement de soutien et un mouvement d'opposition s'affrontent violemment dans tout le pays. Des centaines de personnes pour ou contre les armes se rassemblent sur la grande place, espérant que la manifestation changera la donne. Mais tout cela fait partie du plan de Moon Baek. Quand Lee Do sort de l'hôpital, Moon Baek l'appelle personnellement et l'invite à venir voir de ses propres yeux qui, de l'arme ou de la justice, détient la vraie justice. Au moment où il appuie sur son téléphone, deux camions foncent sur la place. Moon Baek ouvre les portes arrière. Les bennes sont remplies d'armes de toutes sortes. La foule explose de joie. Les gens s'arment. Pourtant, personne n'ose tirer le premier coup. Il suffit d'une étincelle. Moon Baek la fournit. Lui et ses hommes lancent des grenades fumigènes. La fumée blanche envahit tout. Immédiatement après, un premier coup de feu déchire l'air. Personne ne sait si c'est Moon Baek qui s'est tiré dessus lui-même, mais son objectif est atteint. L'instant d'après, les coups de feu retentissent de partout. La foule, prise de folie, tire dans le brouillard blanc. Moon Baek sourit, satisfait, comme s'il savourait le chaos qu'il a lui-même orchestré. Au milieu de la foule, Lee Do aperçoit un petit garçon pétrifié. Il se jette sur lui, le protège de son corps. À la fin du film, la fusillade massive sur la grande place a fait au moins 70 morts.
des dizaines de blessés graves, et le nombre de victimes continue d'augmenter. La vidéo de Lido protégeant l'enfant fait le tour du pays. Il devient un héros aux yeux du public. Un vrai héros qui a risqué sa vie pour sauver quelqu'un. Moon Baek est dans le coma à l'hôpital. Une femme mystérieuse apparaît à son chevet. On dirait qu'elle va reprendre le flambeau et achever le plan qu'il reste à accomplir. Dites-moi vos impressions sur le film. Cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent pour voir une autre histoire, et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.